On appelle génie civil l'ensemble des techniques de construction civile. Les ingénieurs en génie civil s'occupent donc de la conception et de la réalisation des ouvrages, tout en s'assurant de respecter de nombreuses contraintes et enjeux. Quels sont alors ces enjeux auxquels doivent faire face ces ingénieurs en génie civil? Quels sont les métiers de ce secteur? Pourquoi de nombreux étudiants du BTP se spécialisent dans le génie civil et vers quel métier précisément? Est-il source d'emploi, notamment avec le projet Grand Paris? Pour suivre ce sujet, je vous invite à regarder ce débat en la présence de M. Yaru Zuresko, président de la commission marché, travaux publics et génie civil de la FIB et directeur général de Marlux, également Christian Jacob, président du groupe assainissement et directeur marketing de Stradal Génie Civil et VRD, et Nicolas Oriot, directeur de la communication et relations entreprises de l'école l'ESTP. Le génie civil, c'est aujourd'hui le débat du jour, le sujet du jour de discussion. Monsieur Zuresko, qu'est-ce qu'on entend par génie civil ? Alors, le génie civil recouvre énormément de choses qui sont sous des appellations génie civil, travaux publics, etc. Et en réalité, ça recouvre l'ensemble des travaux, je dirais plutôt d'infrastructures qui permettent les aménagements de nos villes, de nos routes, de nos transports, de nos réseaux, de manière à effectivement faciliter, permettre la vie, la mobilité, la santé de nos concitoyens. Alors, Monsieur Jacob, il y a différents métiers dans le génie civil. On parle de calculateur projeteur, de topographe, de géomètre. Quels sont les champs d'intervention du domaine du génie civil ? Les domaines d'intervention sont effectivement extrêmement variés, puisque ça part de l'étude proprement dite du projet, et savoir qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut le faire, comment on va le faire. Ensuite, il va y avoir toute une partie d'études soit dans un bureau d'études, soit dans une entreprise de génie civil ou de travaux publics. Là. Et après, il y a toute la partie, je dirais, travaux, réalisation, je dirais, qui est une composante de fait très importante, parce que ce n'est pas parce que le projet va être bien étudié que du coup il va être bien réalisé. Donc il y a vraiment un chaînon. Pardon. Non, j'ai rien dit. Continuez. Je vous laisse continuer. C'est ma petite réaction. D'accord. Donc il y a cette partie travaux. Donc on retrouve, je dirais, des fonctions, je dirais, très spécialisées dans tous ces domaines. Donc aussi bien auprès du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre que de l'entreprise. Alors, dans le génie civil, moi j'ai cité quelques métiers. Vous, Monsieur Oriot, à l'école l'ESTP, vous formez notamment des ingénieurs en génie civil. Alors, c'est quoi cette formation? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, je pense qu'en fait, c'est intéressant de la définir aussi d'un point de vue international. C'est-à-dire qu'il se trouve que pour nous, lorsqu'on noue des partenariats avec des établissements à l'étranger, quel que soit le continent, ce sont des universités. Et dans ces universités, les grandes, il y a des grandes universités prestigieuses, je pense à Berkeley, MIT, etc., UCLA. Elles ont toutes des facultés de génie civil. Et le génie civil correspond pour eux à ce qu'on va appeler construction, bâtiment, travaux publics en France. Donc c'est une acceptation plus large du terme de génie civil, alors qu'en France, pour les métiers, en tout cas les entreprises de la construction, on parle plutôt de génie civil pour le génie civil spécialisé. Donc vraiment les ouvrages très spécifiques, les fondations particulières, les ponts banés, etc., etc. Ça, c'est une autre, je dirais, dimension du génie civil qu'on appelle génie civil spécialisé. Voilà. Concernant les métiers effectivement concernent, alors si on prend la définition infrastructure, c'est plutôt les sujets des travaux publics, bien sûr. Donc là, il y a beaucoup de métiers qui concernent finalement tout ce qui est horizontal, tout ce qui permet de relier les hommes, à la différence de ce qui est vertical, qui concerne le bâtiment. Le bâtiment est là pour protéger les hommes, alors que les infrastructures relient les hommes. Alors, Qui peuvent être horizontales et en sous-sol, bien évidemment. Ah oui, après, vert, rouge, blanc, bon, attends, tous les détails. Alors, on parle beaucoup du Grand Paris en ce moment. Votre place, vous, dans le groupe Stradal, vous travaillez tous deux au sein de ce groupe-là, en génie civil, sur le Grand Paris. Sur quel domaine, quel métier y a-t-il des besoins en ce moment? Alors, les besoins du projet du Grand Paris sont extrêmement nombreux. En fait, le premier maillon finalement du projet du Grand Paris,
c'est un grand réseau de transport qui va structurer finalement cette grande métropole. Ce grand réseau de transport, c'est 200 km de métro automatique dont la plus grande partie est en tunnel. Donc déjà, la première des choses, c'est un projet de tunnel unique. Et chez Stradale, l'une de nos spécialités, c'est ce que l'on appelle les voussoirs de tunnel, c'est-à-dire la fabrication des anneaux de revêtement et qui tiennent le tunnel. Donc, pour nous, il y aura d'abord cette partie voussoir qui est effectivement très importante. Et puis, dans ce projet du Grand Paris, il y a 69 gares. Donc dans 69 gares, il y a énormément de choses. Et là, nos solutions préfabriquées peuvent apporter toutes sortes de solutions. Et ensuite, finalement, ce grand réseau va permettre de développer des quartiers, des villes finalement, qui elles vont avoir besoin d'autres infrastructures, des infrastructures de transport, des infrastructures de réseau, de l'interopérabilité. Donc cette interopérabilité, si on passe du côté des transports, mais ça pourra être des tramways, ça pourra être des bus, ce sera des réseaux électriques, des réseaux d'eau, etc. Donc tout un ensemble d'infrastructures qui sont notre spécialité en tant qu'entreprise de préfabrication pour laquelle nous avons effectivement un certain nombre de solutions, mais ça Christian va en parler. Les solutions alors, monsieur Les Jacob. solutions alors, donc, comment dire, donc Strada est une société qui est spécialisée dans les solutions et produits en béton pour les infrastructures. Donc ça fait partie, la société fait partie d'un groupe qui est le groupe CRH et qui est implanté sur le plan national, quoi, avec donc un maillage industriel de 28 usines. Juste avant donc effectivement on fait un focus sur le Grand Paris, là je voudrais juste préciser que le Grand Paris c'est malheureusement aujourd'hui dans les infrastructures un peu l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où ce marché-là est quand même très fortement dépressif depuis quelques années, quoi. 2016 ne dérogera pas à la règle. Bon, donc je dirais que le Grand Paris, effectivement, c'est un peu un ballon d'oxygène sur la région, mais globalement, disons, la France souffre, quoi. Et donc sur le Grand Paris, là, pour compléter ce que disait Yaru, là, donc sur la partie tunnel, grande infrastructure souterraine de transport, je dirais c'est vrai que pour faire un bon aménagement urbain, il va être nécessaire d'avoir des infrastructures, donc infrastructures d'assainissement, des infrastructures de gestion des eaux pluviales, des infrastructures de voirie. Et donc dans ce cadre-là, Stradale, je dirais, est un spécialiste aussi bien, je dirais, d'éléments de réseaux d'assainissement comme les tuyaux, les regards de visite, de gestion des eaux pluviales avec des caniveaux à grille, des caniveaux qui peuvent s'intégrer très facilement, je dirais, dans des aménagements esthétique comme le nouveau caniveau Urbani là, qui vient d'être élu produit de l'année, je dirais, par les professionnels du BTP. Avec du design et des couleurs. Avec du design et des couleurs, effectivement, là, de façon à ce que, comment dire, on puisse allier à la fois des qualités esthétiques et techniques et qui permettent de collecter, disons, les eaux de ruissellement et d'éviter que quand vous-même ou nous tous, on met le pied hors de la voiture ou hors de chez soi, on ne mette pas les pieds dans l'eau, quoi, dès qu'il y a une pluie orageuse, quoi. Voilà, et puis après, il ne faut pas oublier non plus tout ce qui est réseau télécom, et on parle beaucoup des réseaux fibre optique. Donc tout ça, je dirais, c'est nécessaire, c'est un peu les conditions nécessaires et suffisantes pour que cet aménagement du Grand Paris soit un succès et que surtout, je dirais, tout soit anticipé le plus tôt possible pour faire une urbanisation, je dirais, de qualité. Alors, on parlait du Grand Paris, j'aimerais rester là-dessus, puisque selon une étude de la Directe, on prévoit 18 000 emplois en 2018 sur le simple projet du Grand Paris. Est-ce que vous pensez que
en génie civil, on va avoir les ressources suffisantes en France ou est-ce qu'on va peut-être faire appel à des travailleurs étrangers? La première réponse, en fait, je reviens sur ce que disait Christian à propos de l'évolution de ce marché. Entre le début de la crise et aujourd'hui, c'est-à-dire en 8 ans, ce marché en particulier dans le domaine de la préfabrication a perdu un tiers d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des ressources. Nous avons, cette fois-ci, quand je parle d'infrastructures, ça va être des infrastructures industrielles qui ont des capacités importantes et des capacités à mobiliser. Donc, les capacités, le savoir, le potentiel industriel, nous l'avons. Bien évidemment, quand on parle emploi, un projet comme celui du Grand Paris va effectivement nécessiter aussi d'avoir recours à de la formation, d'embaucher des gens, de faire en sorte d'avoir les collaborateurs qui permettent de faire tourner, et on l'espère, à des niveaux qui sont des niveaux que nous avons connus et que malheureusement nous ne connaissons plus aujourd'hui dans nos professions. Donc en résumé, les moyens, les ressources, l'infrastructure industrielle existent, le potentiel humain et le savoir-faire existent. À un moment, il faudra effectivement aussi déployer et former du personnel au moment où nous serons sur des moments complètement actifs de ce grand chantier. Bien évidemment, c'est vrai pour notre métier et c'est vrai pour l'ensemble des métiers qui auront à intervenir dans ce projet du Grand Paris. Alors, vous parliez de formation. Je reviens vers vous, Monsieur Oriot. On a parlé tout à l'heure du génie civil, notamment spécialisé. Il y a une formation chez vous dans génie civil nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous parler de ces enjeux-là? Oui, bien sûr. Alors, le génie civil nucléaire est vraiment une spécialité très, très pointue, très spécifique, qui résonne, je dirais, par rapport à tout ce qui a pu se passer suite aux grands événements que tout le monde connaît. Je pense à Tchernobyl, je pense à Fukushima, etc. Et on a la chance, d'avoir en France une très belle, je dirais, unité industrielle, chaîne industrielle dans ce domaine-là, à travers finalement les donneurs d'ordre, c'est-à-dire Areva, EDF, mais aussi les majors du BTP, mais aussi l'ingénierie. Et on a pu finalement mettre autour de la table ces différents acteurs pour répondre à cette problématique qui consiste tout simplement à, je dirais, mieux sécuriser, mieux connaître ces problématiques de génie civil nucléaire pour toutes les infrastructures nucléaires. Ce n'est pas que les centrales nucléaires, mais c'est aussi les centrales nucléaires. Et l'enjeu, ce n'est pas forcément de construire de nouvelles centrales nucléaires en France, on connaît le sujet en France, mais c'est de mieux les construire, en tout cas à l'étranger lorsqu'on a à le faire, lorsque la filière française a à le faire, mais aussi et surtout de les mettre aux normes, de les entretenir, voire de les déconstruire. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'il faut faire en sorte que gérer cette connaissance très technique, très pointue du génie civil nucléaire, soit encore mieux, je dirais, percutante et surtout, je dirais, adaptée aux besoins des exploitants de ces infrastructures nucléaires. Donc c'est un vrai sujet porté par toute une filière en France et on a la chance de pouvoir les mettre autour de la table. Alors, on a aussi le domaine du numérique qui se développe fortement dans le secteur des TP et du bâtiment. Dans le génie civil, tous les outils de partage d'informations, de CIAO, etc. Qu'est-ce que ça apporte? Peut-être encore vous, Monsieur Oriot, par rapport à vos étudiants qui sont formés sur des logiciels comme ça dans le génie civil. Alors, il est difficile de parler de numérique et de formation sans parler de BIM. Donc, c'est quelque chose qui émane plutôt effectivement des pays du nord de l'Europe, en tout cas les anglo-saxons, ça c'est certain. Deuxièmement, ça vient plutôt d'abord par le sujet bâtiment, mais il est certain que ça ne peut que se développer. C'est en train de le faire d'ailleurs au niveau des infrastructures, donc ce qu'on appelle les travaux publics, parce qu'on a affaire à des objets de plus en plus complexes, qu'il s'agit de tunnels, de barrages, de centrales nucléaires ou autre chose. Et donc ça, c'est un passage oublié, c'est le sens de l'histoire finalement de la formation dans le génie civil. Chez Stradal, l'outil numérique, il est utilisé comment pour le génie civil ou pour toute votre activité?
Qui veut parler? Alors, non, il y a un petit moment d'hésitation. Non, parce que je pense qu'on a tous les deux des choses à dire. Oui, ouais. j'imagine. Donc, comment dire, chez Stradale, c'est-à-dire l'outil numérique, fait partie intégrante, je dirais, de l'étude du produit. Donc, des logiciels type AutoCAD ou autres, je dirais, sont le quotidien de nos ingénieurs, quoi. Disons là, pour rebondir sur ce que disait M. Aurier, là, c'est vrai que, comment dire, la grosse différence là qui se dessine et qui est en train vraiment d'éclore, c'est ce passage justement sur le terrain de ces outils informatiques ou de ces objets, je dirais, numériques à destination, je dirais, du chantier ou des travaux, quoi. Et c'est vrai que souvent, je dirais, le BIM est associé au bâtiment, parce que le B c'est building et qu'obligatoirement on pense bâtiment, alors que je pense que le métier des infrastructures est très avancé sur le sujet, peut-être un peu plus parce que, je dirais, il y a la définition des produits est peut-être un peu plus simple, quoi, tout du moins, je dirais, plus facile à cerner. Et par contre, il y a un énorme avantage, c'est dans la gestion des réseaux enterrés. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant une modélisation, je dirais, de la préparation du chantier, ça permet de bien se coordonner, je dirais, dans la position des différents réseaux, que ce soit le réseau d'adduction d'eau potable, le réseau d'assainissement, le réseau télécom, et tout ça, je dirais, de façon à pouvoir simplifier et éviter, je dirais, quand on va ouvrir une tranchée ou quand on va commencer à intervenir, de devoir, je dirais, entre guillemets, bricoler sur place avec les risques, je dirais, du coup, pour le résultat final, quoi. Monsieur Jacob, quelles sont les innovations dans le génie civil chez Stradale? Alors les innovations, enfin, d'abord l'innovation c'est un enjeu majeur pour toute entreprise et pour Stradale peut-être plus particulièrement, quoi. Donc quand on dit innovation, enfin, et puis M. Aurier là, que je vois trépigner là. Orio, pardon, Aurier, excusez-moi, Orio, oui, en plus j'ai votre carte. Monsieur Orio, disons, donc, complétera, je dirais, par des innovations peut-être plus avancées, disons, ou plus structurantes, quoi. Et, disons, au sein de Stradale, c'est une innovation, je dirais, qui va être une réponse, je dirais, aux besoins du marché, aux besoins des clients, quoi. Donc aujourd'hui, les thèmes directeurs, je dirais, sur l'innovation, c'est tout ce qui touche à la gestion des eaux pluviales. Donc je parlais tout à l'heure là des caniveaux hydrauliques, je dirais, avec des qualités, je dirais, à la fois esthétiques et techniques. On peut parler également de tout ce qui est matériaux d'infiltration, avec des pavés drainants, des systèmes de réservoirs enterrés en béton qui permettent de cette façon-là de gérer, je dirais, la gestion les eaux pluviales au plus près de là où elles tombent, quoi. Et puis il y a tout un volet plus lié à la voirie qui est pour les circulations des personnes à mobilité réduite et la fameuse accessibilité au PMR, quoi. Donc où on va retrouver dedans des solutions, je dirais, d'aménagement de quais de gare, d'aménagement de trottoirs, d'aménagement de passages piétons, qui nécessitent, je dirais, d'avoir des produits très spécifiques et qui puissent, je dirais, à la fois, bien sûr, s'installer, mais aussi durer dans le temps, quoi. Et disons là, je pense que l'innovation aujourd'hui, et plus particulièrement des infrastructures, il y a une obligation, je dirais, de pérennité et de durée dans le temps. Alors d'autres innovations plus structurantes, si on peut dire, que vous pouvez nous donner, Monsieur Orio? Alors oui, il y a beaucoup d'innovations dans ce secteur d'activité actuellement. Bon, je pense tout d'abord, par exemple, effectivement, la route intelligente, en tout cas, tout ce qui se met en place actuellement avec la route solaire aussi, ce qu'on appelle Wetway, qui a été présenté par Colas, qui est vraiment quelque chose de très intéressant pour l'avenir. Et aussi la route intelligente avec tous les capteurs qui permettent justement d'avoir quelque chose, en tout cas un objet, une infrastructure qui puisse, je dirais, mieux faire comprendre les passages des uns des autres, des véhicules ou les personnes. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu un classement, il y a, je crois, la semaine dernière ou il y a 15 jours, d'une instance internationale, OCDE ou FMI, je ne me souviens plus de la source en tout cas, qui disait que la France était 6e au niveau international en termes de recherche, donc c'est très bien. Mais elle n'est que 16e en termes d'innovation. Ce qui signifie qu'il y a une perte en ligne entre les deux. Or, il se trouve que, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, dans notre domaine, on essaie de faire en sorte que l'innovation soit très importante.
en tout cas au sein d'écoles. La recherche, elle est plutôt limitée aux sujets matériels, matériaux, ça c'est une réalité. Et en tout cas, je crois que l'une des pistes vraiment sur le sujet innovation en termes de génie civil pour nous, c'est bien sûr les matériaux, mais on vient d'en parler à travers ce qu'on vient de se dire là, sur les bitumes, etc. Mais aussi sur ce qu'on appelle la constructibilité, c'est-à-dire comment mieux construire une infrastructure, un bâtiment. En gros, c'est comment faire mieux avec moins. Moins de temps, moins d'argent, moins d'énergie, moins de CO2, etc. Et ça, c'est vraiment du process. Et là, sur ces sujets-là, on a une vraie voie de progrès. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de notre centre de recherche à l'école, au-delà du sujet matériaux. Donc ça, c'est une vraie voie pour l'avenir. Monsieur Zuresco, vous êtes expert en génie civil chez Stradal, vous vous occupez aussi de la FIB, donc la filière béton. J'aurais souhaité vous poser une question sur le béton. On dit que le béton se stabilise seulement au bout de plusieurs années en raison du fluage. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette technique ? En réalité, le béton est un matériau qui, une fois qu'il a été fabriqué, a un cycle de durcissement lié au ciment qui se fait d'abord très rapidement. Ensuite, le béton, comme d'autres matériaux dans le temps, peut effectivement évoluer, mais ça n'est pas que l'apanage du béton en l'occurrence. Aujourd'hui, les exigences que nous donnent nos clients, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, sur des ouvrages complexes ou sur des ouvrages à exigences fortes, nous amènent à garantir des bétons avec, par exemple, des durées de vie de 100 ans. Donc, et comment on estime la durée de vie d'un matériau ? Alors, la durée de vie d'un matériau, ça, ce sont des sujets de recherche et de laboratoire et qui, derrière, passent également sur des approches normatives où, en fonction des conditions d'utilisation, des conditions d'agression et des caractéristiques du matériau, vont permettre effectivement d'être beaucoup plus fins en ayant spécifié un béton avec une certaine composition, avec des composants particuliers, avec un certain type de ciment, avec un certain type de granulat, avec une compacité importante. Et là, les solutions de préfabrication qui permettent de contrôler et d'avoir une traçabilité en usine de chacun des composants est effectivement un atout majeur, en ce sens que les produits que l'on va livrer pour un projet sont des produits qui ont une traçabilité absolue et qui ont déjà été complètement testés en usine et qui permettent de répondre, une fois qu'on est sorti d'usine, à ces caractéristiques qui vont garantir une durabilité, une durée de vie des éléments et derrière de l'ouvrage. Peut-être pour le grand public, en tout cas les gens qui sont moins des techniciens. Nous, on a mis en place une chaire des nouveaux bétons, justement, et il se trouve que vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi, mais il y a aussi la nature du béton qui peut également changer. Le béton végétal, c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, en tout cas, qu'on est capable de proposer et qui permet de bâtir également. Donc ça, c'est vraiment, ça participe de l'innovation et d'un bénéfice en termes de développement durable que tout un chacun peut comprendre. Alors, est-ce que vous avez envie de rajouter une dernière chose sur ce débat du génie civil, Monsieur Jacob ? Oui. Si tout est dit après. Non. Là, je dirais, là, c'est un thème qui fait partie de notre vie, les infrastructures. Je pense qu'en France, comme tout citoyen, je dirais, on est en droit d'attendre, je dirais, des infrastructures. On a un patrimoine d'infrastructures qu'il faut entretenir. Et je dirais, là, je pense que c'est un message, je dirais, qui doit passer. Et quand vous parliez tout à l'heure de durée de vie, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, un réseau d'assainissement, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, mais compte tenu des allocations de ressources, doit tenir plus de 100 ans, quoi, hein. Donc là, c'est vrai
comment dire, il est important d'avoir cette durabilité. Et donc les infrastructures font partie de notre vie. Il faut faire en sorte que, je dirais, celles qui nous ont été léguées par nos parents, ben on en transmette, on soit fiers de celles qu'on va transmettre à nos enfants. C'est beau. Monsieur Suresco. Écoutez, après, je vais avoir du mal à ajouter autre chose après ce qui vient d'être dit, mais je crois que ce que l'on peut rajouter, c'est qu'au-delà de la durée, et ça c'est effectivement le sens de l'histoire aujourd'hui, nos prochaines infrastructures seront non seulement durables, mais en plus intelligentes. Monsieur Rio. Alors, Il faut surenchérir à chaque fois. Alors, moi, je pense que, même si les temps sont durs actuellement dans le domaine des travaux publics en France, je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'il faut être très fier de la filière génie civil en France, parce que je pense qu'au niveau international, d'abord, c'est ce qui permet à notre pays d'être encore plus attractif et compétitif. Donc on a intérêt effectivement à pouvoir continuer à avoir un réseau aussi bien, je dirais, de grande qualité, qu'il s'agisse des lignes TGV, des autoroutes, etc., etc. Et le deuxième élément, c'est qu'on a la chance quand même d'avoir des entreprises, soit d'ingénierie, soit de BTP, qui s'exportent dans le monde entier depuis plus d'un siècle et qui font autorité, qui ont un vrai savoir-faire sur ce sujet qui est le génie civil. Autant on n'est pas vraiment, je dirais, compétitif maintenant dans le domaine du bâtiment face à des entreprises chinoises, c'est une évidence. Autant lorsqu'il s'agit de construire des ouvrages très complexes tels que de nouveaux barrages ou des métros à l'autre bout du monde, on a les compétences pour le faire et ça c'est une vraie force pour notre pays. Voilà. Voilà, sur un très grand projet comme celui du Grand Paris, est-ce qu'on va avoir les ressources et les capacités? J'ai donné une réponse tout à l'heure, mais il y en a une autre qui découle complètement de ce que vous venez de dire, qui est que si aujourd'hui les ingénieries et les entreprises françaises sont effectivement capables de développer dans des pays où finalement ça n'existait pas des infrastructures extrêmement importantes, elles sont absolument capables de le faire à la porte de chez elles, c'est-à-dire à Paris. Et oui. Et c'est important, ça, on espère vraiment que ça va se passer de cette façon et qu'on va utiliser les compétences et les ressources en France pour développer toutes nos infrastructures. C'est évident. Ben, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau débat sur cette émission, sur votre émission Ça fait débat. Et n'hésitez pas, donnez-nous toutes vos impressions sur le site de btp.tv.